Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Moyen, moyen. Bienvenue à cette conférence. Alors bon, c'est plus une discussion, une rencontre dans le cadre du programme Bouge, initié par le Stade Rennais Football Club. Vous connaissez le Stade Rennais? Quelles sont les couleurs du Stade Rennais? Très bien. Heureusement que vous n'avez pas dit vert et jaune. Hein? Ah bah non. Initié donc par le Stade Rennais, et cette rencontre d'aujourd'hui est organisée en collaboration avec le conseil départemental qui gère les collèges en Ille-et-Vilaine. Cette rencontre va durer une petite heure et demie. Vous allez rencontrer un champion exceptionnel qui va vous présenter son parcours, son lien avec le sport, qui va vous dire aussi pourquoi c'est important de bouger, de faire du sport, pas forcément d'être un grand sportif, mais au moins de bouger, faire de l'activité. Il y a également un spécialiste qui sera là pour vous dire pourquoi il faut faire un minimum d'activité dans sa journée, parce qu'après on peut avoir des problèmes de santé notamment, et puis après vous pourrez poser toutes les questions que vous avez envie de poser sur la santé, le sport, l'activité physique, la sédentarité, et poser toutes les questions à ce champion que je vous demande d'accueillir. Alors, vous avez une super expo ici sur les Jeux Olympiques, et le champion d'aujourd'hui est quelque part ici dans l'expo, à côté d'Usain Bolt. Ça va, c'est pas trop mal comme emplacement. Il est ici, là. Arnaud Assoumani est avec nous. Champion paralympique. Merci beaucoup pour, Bienvenue Arnaud. Pour l'accueil, pour l'introduction. Ça va, vous avez la forme? Vous avez la forme? Parce qu'on m'a dit quand même que vous étiez chaud. Moi, je viens de Montpellier, là. Je suis venu juste pour vous. Hein. Je suis arrivé hier et je repars tout à l'heure en train. Et je suis super content de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Effectivement, je vais vous parler un petit peu de l'importance et on va vous parler de l'importance de bouger, de faire du sport. Mais je vais vous raconter un petit peu ma carrière, mais pas que, en fait. Un sujet qui est très important, qui s'est révélé de plus en plus important au fur et à mesure de ma carrière. Et ensuite, vous pourrez me poser des questions et donc on pourra échanger sur le sujet notamment. Ça vous va? Ouais. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce qu'avec la lumière, là, on ne voit pas grand-chose. Vous arrivez à voir ou pas? Parce que je ne suis pas sûr qu'on voit grand-chose, là. Non? C'est pas possible pour les lumières de baisser un peu? Ou... Je sais pas. Non, c'est pas possible pour les caméras. Ok. Très bien. Bon, il faudra deviner. C'est une photo... d'un petit enfant dans le sable, avec une tête dans le sable, c'était moi, il y a quelques années. Et lorsque je vois cette photo, je me dis que ce gamin, il est heureux d'être là comme il est, et qu'il avait des rêves. Il avait notamment un rêve, lorsqu'il regardait la télé à l'âge de 5 ans, c'est qu'il l'a vu pour la première fois du saut en longueur. Donc j'étais sur le canapé et je vois de l'athlétisme, je vois des sauteurs. En fait, c'est la plus grande compétition qui a eu lieu en saut en longueur avec deux champions qui s'appellent Carl Lewis et Mike Powell. Et j'ai l'impression de voir ces athlètes voler, en fait, tout simplement. Et donc à cet âge-là, je me retourne vers mon père et je lui dis moi aussi j'ai envie de voler. Et je lui dis quand je serai grand, je ferai les Jeux Olympiques. Alors ça, pour la petite histoire, mon père, à ce moment-là, et ça je vais l'apprendre bien plus tard, a été dans la cuisine pour pleurer. Et certainement parce que pour lui, il pensait que ça allait peut-être pas être possible. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc je vais toucher à plein de sports. Mes parents vont me mettre à la natation. Je vais faire 13 ans de natation. Je vais faire du basket. Je vais faire du tennis de table. Je vais faire un petit peu de foot aussi. Mais ce que je voulais faire par-dessus tout, c'était de l'athlétisme. Et donc je vais commencer à l'âge de 11 ans. Et aujourd'hui, donc on est quelques années plus tard, donc là, vous voyez peut-être la photo. C'était moi avec des cheveux longs en 2012. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Voilà, ça fait un petit peu plus de 15 ans que je vis de mon sport. Donc je suis spécialiste de saut en longueur. Et j'ai participé à plusieurs Jeux paralympiques. Donc est-ce que quelqu'un peut me dire déjà, c'est quoi les Jeux paralympiques? Ouais. Ok, c'est comme les Jeux Olympiques, mais c'est pour les personnes handicapées. Donc c'est effectivement pour les personnes qui ont un handicap. Donc moi j'ai participé à plusieurs Jeux paralympiques. J'ai participé en 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 à Tokyo.
et je me prépare aujourd'hui pour mes 6e Jeux paralympiques à Paris en 2024. Et clairement, je ne pensais pas encore en être là, entre guillemets, à mon âge, même si pour moi, je suis encore jeune. Mais dans le sport, ce n'est pas forcément la même chose. J'ai remporté 5 médailles paralympiques. Je suis champion paralympique, j'ai été champion paralympique en 2008. J'ai 5 médailles mondiales également. Et je suis recordman du monde dans ma discipline. Pour vous donner une ordre d'idée, je saute mon record à 7,91 m. Donc ça fait quasiment 8 mètres. Donc on pourra mesurer 8 mètres si vous voulez à un moment. Et mon meilleur résultat, ça a été en 2010 en valide aussi, où j'ai été médaille de bronze avec les meilleurs Français en son longueur. Derrière Salim Sdiri, qui est le recordman de France, et Cafétien Gomis, qui est celui qui a le meilleur palmarès en fait, en valide. Je suis né également avec 3 particularités. C'est que je suis né avec 3 handicaps. 2 invisibles et 1 visible. Donc je pense que celui visible, vous l'avez vu. Donc ça s'appelle une agénésie. Donc je suis né avec une malformation congénitale. Donc il y a à peu près 300 enfants qui chaque année naissent sans avant-bras, enfin avec une malformation ou soit du bras, soit de la jambe. J'ai également donc 2 handicaps invisibles. J'ai un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Et je suis né avec de l'asthme. Donc voilà, je suis asthmatique chronique. Et tout ça n'empêche pas de faire du sport. Bien au contraire. Donc j'ai eu plutôt une enfance heureuse. Comme je vous ai dit, j'étais passionné de sport, très curieux. J'avais envie de vraiment tout faire, tout découvrir. Je sautais un petit peu partout, tout tester. L'adolescence, c'était un petit peu plus compliqué. Donc comme vous, j'étais au collège. Et en 3e, donc je suis passé au collège de l'enfant qui était juste admiré un petit peu par tout le monde, parce que j'avais une prothèse myoélectrique. Une prothèse myoélectrique, c'est une prothèse qui bouge. Donc je pouvais bouger ma main et mon poignet. Et donc je pouvais faire des tours illimités au niveau du poignet. Donc ça amusait un peu tout le monde. Et je suis passé de cet enfant-là à celui moqué, où on m'appelait le manchot. On mettait mes affaires à la poubelle. Ça a duré pendant des semaines, pendant des mois, jusqu'à ce qu'un matin, en pleurs dans mon lit, je disais à ma mère, je veux plus y aller en fait, c'est pas possible. À ce moment-là, j'ai changé d'établissement. Ça a été très difficile, je suis passé par plein d'émotions différentes, l'incompréhension, la tristesse, la colère. Ensuite, je me suis révolté aussi. J'ai eu un moment où j'ai été violent, c'est-à-dire que lorsque si je subissais de nouveau des moqueries, j'allais pas me laisser faire, j'allais me défendre. Bien évidemment, je savais que tout ça n'était pas une solution. Et il y a 2 piliers essentiels qui ont été très importants pour moi dans ma vie et qui le sont toujours. Ça a été l'éducation, celle reçue par ma mère, par mes parents, et mon entourage, et celle reçue par l'école, et le sport. Ça a été vraiment ce qui a été constitutif pour moi et ce qui va être un fil rouge toute ma vie et ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, pourquoi je continue encore l'athlétisme? Pourquoi j'ai ce défi de gagner à Paris 2024 alors que j'ai déjà remporté des médailles? Effectivement, le rêve d'enfant, quelque part, je l'ai déjà un petit peu réalisé. Alors j'ai toujours des ambitions, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. C'est incroyable de pouvoir vivre de sa passion, c'est dur mais c'est incroyable, c'est une chance. Mais en même temps, il y a d'autres problèmes, comme des discriminations, donc je vous dis liées par rapport au handicap, mais par rapport, ça peut être au genre, ça peut être par rapport à l'orientation sexuelle, ça peut être par rapport à la couleur de peau. Il y a énormément de discrimination et également, on va en parler un petit peu, la santé, c'est très important. Il y a aussi tout un tas de problématiques sociétales et environnementales. Et le sport est un moyen, est une solution, et c'est souvent pas tellement regardé à ce niveau-là, puisque c'est plutôt un plaisir, un spectacle. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. La sédentarité tue bien plus que n'importe quelle maladie. Et malheureusement, on n'est pas dans une dynamique, on en parlera juste après, mais très positive. Et l'activité physique, le sport, qui est un plaisir, qui est alors pour moi une passion, j'en vis, mais il n'y a pas besoin d'en faire à haut niveau pour que ça nous fasse du bien physiquement, mentalement, et que ça nous permette surtout aussi de vivre et de mieux vivre avec les autres. Alors là, on voit hyper mal parce que forcément, avec la lumière, mais en plus, j'ai fait un petit nuage de mots. En gros, je veux juste vous poser la question, pourquoi le sport,
pourquoi le sport c'est important ou pourquoi l'activité physique c'est important? Je vous ai donné quelques éléments de réponse, mais est-ce que vous avez d'autres Oui. Pour que les muscles bougent, ok. Pourquoi c'est important encore? Pour brûler des calories, d'accord. Peut-être autre chose, peut-être pour vous-même. Qu'est-ce que peut-être ça vous... Pour s'occuper, oui, ça peut être pour ça, pour s'occuper. Ah, super, super intéressant ça. Ça peut booster l'estime de soi. Alors en fait, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Quelqu'un qui pourrait... Ça peut booster l'estime de soi. L'estime de soi, ça aussi lié à la confiance. Vous ne voyez pas juste ici. Mais en gros, là, je me suis amusé à faire ça hier dans le train quand j'étais en train d'arriver. Et je me dis, mais en quoi le sport m'apporte ou m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que ça me permet? Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous donner quand même quelques indications. Donc ça m'apporte quoi? Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte de la force et de la motivation. Je me suis fait des amis. Alors ça m'a permis de voyager, ça c'est le sport à haut niveau qui m'a permis de voyager avec les compétitions. Ça m'a permis de faire voyager ma famille, de faire voyager ma mère, parce que j'ai gagné de l'argent un petit peu grâce à ça, même si c'est pas évident. J'ai fait des rencontres incroyables, ça me permet de partager et de partager des émotions. Ça me permet de prendre du plaisir, de faire vivre des émotions à ma famille, à mes amis et à des inconnus. J'espère que vous allez me suivre maintenant que vous me connaissez un peu. Voilà, j'ai vécu des moments extraordinaires, des sensations de dingue, un métier passion, et ça me permet d'en vivre. Et qu'est-ce que j'ai appris? Vous voyez que j'ai appris pas mal de choses, et encore je pourrais continuer. Hein. Je ne vais pas tout vous lire, mais à accepter les autres, à m'accepter moi-même, à oser, à me lancer, à écouter. Ça m'a appris aussi à respecter des règles, à me dépasser, à prouver que j'étais capable, à ne pas abandonner. Donc ça m'apprend la persévérance. Ça me donne de l'assurance, on en parlait de l'estime de soi, à m'aimer tel que je suis. Ça m'apprend la patience, l'humilité, la tolérance. Ça m'a appris à me découvrir, à mieux me connaître et à me comprendre. Parce que lorsqu'on est à haut niveau, vous avez besoin, c'est pas simplement de l'entraînement, c'est pas simplement de la préparation physique. Vous avez besoin de comprendre comment votre corps fonctionne, donc ça veut dire d'un point de vue biologique. Vous avez besoin de comprendre par rapport à votre discipline comment votre corps fonctionne en action, donc ce qu'on appelle aussi la biomécanique. Vous avez besoin de comprendre comment votre tête fonctionne, parce que le sport c'est mental. Vous avez besoin d'avoir un bien-être psychique aussi, donc parler d'estime de soi, de confiance, mais aussi d'être de bonne humeur. Et lorsqu'on peut être angoissé, si on peut avoir des moments de déprime, des moments de solitude, le sport va apporter, alors ça on ne va pas rentrer là-dessus, mais il y a des neurotransmetteurs comme la dopamine, où il y a aussi on sécrète des endorphines, des hormones qui nous apportent du plaisir. Donc il y a tout ça qui est important et bien évidemment au niveau de la santé, ça va faire en sorte que notre corps fonctionne mieux de manière générale. Donc là, j'essaye de comprendre, comme je vous disais, comment mon corps fonctionne. Ça va aussi m'aider, je vous ai dit, j'ai un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, impulsivité. On en entend un peu plus parler, comme les troubles d'apprentissage, comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie et d'autres troubles d'apprentissage. Le sport va aider en fait, parce que ça va me permettre de mieux me concentrer. Lorsque je vais faire du sport, j'arrive à mieux m'organiser, à mieux me concentrer. Alors ça m'apporte aussi, j'apprends la sérénité, ce qui n'est pas forcément évident tout le temps, à me remettre en question, parce qu'on vit beaucoup plus d'échecs. Je vous parle de médailles, là je ne peux pas vous expliquer en quelques minutes durant mon parcours toutes les blessures que j'ai eues, mais sur une carrière, on va dire depuis 2003 à haut niveau, j'ai eu 5 saisons sans blessure. Donc on a un peu plus de 18 ans, non, je dis 2003, ça va faire 20 ans, ça fait 20 ans cette année. Sur 20 ans, j'ai eu que 5 ans sans blessure. Donc ça veut dire que je me suis pris des claques dans la figure constamment. J'ai dû apprendre, j'ai dû me remettre en question et j'ai dû me dire, ok, je dois rebondir, donc on doit aussi faire preuve d'introspection, donc on doit se remettre en question et on doit se dire, ok, maintenant c'est quoi le plan ? Et donc, bien évidemment, il faut être entouré. Je ne suis pas tout seul. Il y a une équipe. Je vais avoir mon entraîneur. Je vais avoir mon préparateur physique, mon préparateur mental, les kinés qui sont là. Et puis le staff médical, avec les médecins, ostéopathes, kinés, etc. Donc tout ça, c'est très important d'être bien entouré. Donc je vais apprendre à m'entourer. Et je vais apprendre aussi, quelque part, bien plus que ce que je peux apprendre dans n'importe quelle école. Ne dites pas
qu'il ne faut pas aller à l'école. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut aller à l'école. C'est important. Mais par contre, ce que j'apprends avec le sport va bien au-delà, en termes de valeurs, en termes de respect des autres, en termes aussi de tout ce qui va être égalité. C'est des valeurs que je défends et qui sont très très importantes pour moi. Voilà, j'apprends à m'adapter, à trouver des solutions. Et qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de m'exprimer. J'ai appris à m'exprimer. J'ai appris à m'exprimer physiquement, sur la piste, mais j'ai appris aussi à m'exprimer en parlant. Je suis conférencier en entreprise, je fais ça depuis un peu plus de 15 ans. J'ai jamais décidé d'être conférencier. On m'a demandé au tout début de parler, de raconter mon parcours. Donc ça, c'était le début. Et ensuite, on a vu qu'il y avait des transversalités, des synergies, des choses qui pouvaient être transférables entre le monde de sport en haut niveau et le monde de l'entreprise. Par rapport à la performance, par rapport à la gestion du stress, par rapport au travail en équipe, etc., etc. Ça me permet d'inspirer aussi. Des fois, j'aime pas forcément le dire parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, mais c'est vrai, ça permet aussi d'inspirer, de porter des valeurs et de partager des messages sur l'égalité, je vous disais. Ça me permet d'être bien, en fait. Je me sens bien, je suis plutôt heureux. De générer des impacts positifs grâce au sport, grâce à des projets que j'ai pu vous montrer. Voilà, ça me permet d'apprendre chaque jour un petit peu plus sur le fonctionnement, sur l'être humain, d'être à la recherche et de comprendre qu'on n'est jamais arrivé, qu'on apprend constamment. Voilà, je pourrais continuer encore pendant pas mal de temps, mais je voulais terminer avec une petite citation de Saint-Exupéry. « Bien loin de m'appauvrir, ta différence m'enrichit. Je vous remercie et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. » Merci beaucoup. Qui a des questions? Ah, pardon. Très belle musique d'ailleurs. Merci beaucoup, Arnaud. Avant la petite séance de questions, on va écouter Alexandre. Oui. On peut prendre trois sièges, ou alors on laisse Alexandre faire son petit topo, on te laisse souffler, ok. Alexandre Léon qui se bat depuis une dizaine d'années maintenant pour prévenir contre la sédentarité et inviter les jeunes, les moins jeunes à bouger dans leur vie, à faire plus d'activité physique. Alexandre, tu vas nous expliquer en quoi ça fait du bien et ce que ça peut provoquer si on ne bouge pas assez dans nos vies et dans la leur aussi. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être ici parmi vous, près du Stade Rennais et puis d'Arnaud, pour partager avec vous un thème, un sujet qui m'est cher depuis 12 ans maintenant, à savoir la lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas d'avoir un discours moralisateur, de vous faire la morale, de faire une leçon, quoi que ce soit. C'est juste d'éveiller vos consciences au fait que votre corps est pour vous l'outil le plus important, ou du moins l'outil qui a le plus de valeur. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la petite vidéo, je pourrais vous passer ma diapo si vous le souhaitez. En fait, la sédentarité, l'inactivité physique, on va parler de tsunami sociétal. C'est pas moi qui le dis, c'est un médecin du sport à Brest qui s'appelle Yannick Guillaudot qui a parlé de tsunami sociétal. Pourquoi? Parce qu'en fait, un tsunami, qu'est-ce que c'est? C'est une vague qui se forme au large, on ne la voit pas arriver, d'accord? Elle se forme, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et nous, en tant qu'être humain, en tant que personne, on est sur la plage, on attend et on va s'apercevoir un petit peu trop tard que la vague arrive et on va au-devant d'un grand danger. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on fait le constat, c'est les études un petit peu nationales qui le montrent, que pour les jeunes de votre âge, la tranche d'âge des 11-17 ans, les recommandations, c'est 1 heure d'activité physique par jour. 1 heure d'activité physique par jour, c'est même pas d'affilée, c'est au cumul sur la journée, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, d'accord? Et on précise, le plus important, ce serait de le faire à intensité modérée, voire soutenue, en sollicitant les groupes musculaires, en sollicitant un peu le côté endurance, la souplesse, mais surtout, en prenant du plaisir. C'est très important. Mais quand on regarde un petit peu les études, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour 66% d'entre vous,
il y a un risque sanitaire préoccupant. Pourquoi ? Parce que 66% d'entre vous sont plus de 2 heures devant les écrans hors temps scolaire, je rajoute hors temps scolaire, chaque jour, et 66% d'entre vous font moins d'1 heure d'activité physique par jour. On va aller même un petit peu plus loin. 50% d'entre vous présentent un risque sanitaire élevé, voire très élevé. Et les chiffres sont assez alarmants. 50% d'entre vous passent plus de 4h30 devant les écrans chaque jour, hors temps scolaire, je précise, hein, c'est très important. Et 50% d'entre vous passent moins de 20 minutes à faire de l'activité physique chaque jour. Ok ? Je continue. Je ne suis pas là pour casser l'ambiance, hein, je le dis tout de suite. Hein. Autre petite remarque, très récemment, pas plus tard qu'il y a 15 jours, est parue une étude que peut-être vos professeurs ont vu passer, une étude qui s'appelle « Inverser les courbes ». C'est une étude qui a été menée par le collectif Pour une France en forme et par le professeur François Carré, avec qui je travaille depuis plus de 4 ans maintenant. Le professeur François Carré est un cardiologue et médecin du sport de renommée. Et ils ont fait une étude sur un petit peu moins de 10 000 collégiens en entrée en 6e, avec une répartition plutôt 50-50 au niveau du sexe, les garçons et les filles, et dans 3 régions, dont la Bretagne. Peut-être même que vous avez vous-même fait participer à cette étude. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ? On apprend qu'en 40 ans, les collégiens ont perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, allez, si je résume un petit peu, vos parents avaient 40% de plus de conditions physiques que vous. Qu'est-ce qu'on apprend aussi dans cette étude ? On apprend que 3 collégiens sur 5, en 6e, n'arrivent pas à faire 5 cloche-pieds d'affilée. Vous imaginez ? Donc peut-être que vous arrivez à le faire, mais en tout cas, 3 collégiens sur 5 en 6e n'arrivent pas à faire 5 cloche-pieds d'affilée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a 40 ans, je prends un exemple, hein, d'accord ? Pour parcourir 600 mètres, un collégien mettait 3 minutes. Aujourd'hui, il va lui falloir 4 minutes 12. 1 minute 12 de plus pour parcourir 600 mètres. Voilà la réalité aujourd'hui. J'ai une petite question pour vous, tiens. Qui se lave les dents tous les matins ? Levez la main. Ah, vous me rassurez, sinon j'allais devoir remettre mon masque. Est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, tiens, j'ai un petit peu la flemme de laver les dents ce matin. Je ne vais pas le faire de toute la semaine. Par contre, je vais le faire pendant 2 heures d'affilée samedi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Bien évidemment que non. Et bien pour l'activité physique, c'est exactement la même chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans notre corps, on va sécréter ce qu'on appelle des myokines. Les myokines, c'est des petites protéines qu'on va sécréter dans nos muscles uniquement quand on bouge. Le rôle de ces myokines, elles ont pour objectif d'aller inonder un petit peu tout notre corps pour aller optimiser le fonctionnement de notre organisme. Elles vont aller dans le pancréas, dans l'intestin, dans le foie, au niveau du système immunitaire, le cerveau, donc on parlait des capacités d'attention, de concentration avec Arnaud tout à l'heure. Au niveau des os, j'aurais pu rajouter le cœur, la peau, j'aurais pu tout rajouter, il y en a une trentaine, hein, d'accord ? Mais j'ai voulu faire simple aujourd'hui. Ça va booster votre organisme, optimiser le fonctionnement de votre organisme. Le seul problème, enfin, si tant est que ce soit un problème, c'est qu'elles ont une durée d'efficacité de 24 à 36 heures. Vous comprenez donc très vite que si, sur une semaine classique, on m'emmène au collège en voiture, on me dépose dans la cour de récré si je peux, vous passez toute la journée à l'école, le soir à la maison, vous ne bougez pas du tout. Tout ça, pour toute la semaine, vous faites votre activité sportive le samedi si vous en faites une, et puis le dimanche, il fait pas beau, je reste devant FIFA ou devant Netflix. J'ai sécrété des myokines du samedi au dimanche. Ça veut dire que mon corps a mieux fonctionné entre samedi et dimanche. Mais tout le reste de la semaine, il fonctionne mal. Ou pas aussi bien qu'il le devrait. À l'inverse, si
Vous avez demandé à vos parents de vous déposer un petit peu plus loin du collège. Vous pourrez dire que je vous ai donné cette excuse pour vous déposer plus loin du collège. Si vous déposez un peu plus loin du collège, vous marchez un petit peu. Si entre chaque cours, vous sortez, vous dégourdir les jambes, vous bougez un petit peu. Si le soir, je sais pas, vous allez faire un petit peu de vélo avec les copains. Si le samedi, vous faites votre activité sportive. Et si dimanche, après le repas de famille chez mamie et papy, je vais marcher un petit peu avec mes parents, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sécrété des myokines toute la semaine. Et votre corps fonctionne de manière optimale toute la semaine. Et ça, c'est pas 3 heures d'affilée. Hein. Je vous demande pas de faire 3 heures d'activité physique d'affilée. 5, 10, 15 minutes suffisent. Et au cumul, sur toute la journée, on va arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, 1 heure d'activité physique. D'accord ? Alors, les bienfaits de l'activité physique, Arnaud les a évoqués, bien évidemment. On pense souvent que quand on fait de l'activité physique ou du sport, on joue que sur le côté physique, d'accord ? La force, l'endurance, la souplesse, etc., la coordination, etc., etc. Mais bien évidemment que non, ça va jouer aussi sur le côté psychologique, une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, un meilleur sentiment d'efficacité personnelle, une meilleure qualité de vie, et puis aussi sur le côté social. Moi, à l'hôpital, quand je travaillais à l'hôpital, j'ai des personnes qui venaient me voir parce qu'elles étaient isolées socialement, de fait de leur maladie, du fait qu'elles ne bougeaient plus. Elles étaient isolées. Le fait de reprendre une activité physique régulièrement, ça leur a permis de reprendre, ne serait-ce que d'aller faire leurs courses, d'aller retrouver leurs amis et peut-être de se réinscrire dans une petite association de gym douce, d'accord, mais faire du lien social. Donc c'est à la fois sur le plan physique, psychologique et social. Vous boostez vraiment votre santé. Parce que la santé, c'est ça, la définition de la santé, c'est physique, psychologique et social. Ce n'est pas juste l'un de ces 3 paramètres. Alors, l'activité physique, c'est pas forcément du sport. Si vous, votre truc, c'est le sport, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas forcément d'appétence pour l'activité sportive. C'est pas grave. Bouger au quotidien, c'est pas forcément du sport. On peut le faire aussi. La définition de l'activité physique, c'est bouger au quotidien, justement. On peut le faire aussi gratuitement. Marcher jusqu'à preuve du contraire, ça reste encore gratuit. Faire un petit peu de vélo, on peut le faire aussi. Monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut faire sans aucun problème, un petit peu partout. Il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel sportif. Je vous l'ai dit, marcher, monter les escaliers, ce sont des choses que vous pouvez faire très, 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 très facilement au quotidien. Et enfin, vous pouvez le faire partout, à la maison, dans la rue, au collège. OK ? Alors, je vous propose un petit jeu. Nos journées durent 24 heures. Jusque-là, ce n'est pas un scoop. À votre avis, que faites-vous 12,5% de votre temps sur une journée de 24 heures. Est-ce que vous avez une petite idée ? Oui ? On dort ? Tu dors pas beaucoup. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. On fait de la PlayStation. On va y revenir. 12,5%, donc c'est des moyennes nationales, hein, c'est environ, approximativement, le temps passé à table chaque jour, environ 3 heures. Maintenant, que faites-vous 16,8% de votre temps ? On parlait de PlayStation, j'irai un petit peu plus loin, plus largement, c'est environ 4 heures, 4h10 très exactement pour vous, pour votre tranche d'âge. C'est le temps passé devant les écrans chaque jour, hors temps scolaire. Que faites-vous 29,2% de votre temps ? On l'a dit tout à l'heure. Le sommeil, environ 7 heures. Alors, on comprend les adultes aussi dedans, donc du coup, voilà, c'est peut-être un petit peu plus pour votre tranche d'âge, mais grosso modo, on est dans les clous quand même. 7 heures de temps de sommeil chaque jour, et ça, c'est pour vos parents, vos professeurs, etc. C'est le temps passé au travail chaque jour. C'est une moyenne nationale, encore une fois, c'est environ 8 heures. Si vous m'avez bien écouté, pouvez-vous me dire combien de temps d'activité physique vous devez faire chaque jour, pardon ? 1 heure, merci beaucoup. À votre avis, sur une journée de 24 heures, ça représente combien, 1 heure, en pourcentage ? Est-ce qu'il y a des bons en maths ? Oui. Combien ? Très, 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 très bon. 4%, bien joué. 60 minutes d'activité physique par jour, c'est environ 4%, 4,16%. Vous vous rappelez combien on a dit pour les écrans ?
16,8%. C'est 4 fois plus. Vous avez raison. Le souci, c'est pas forcément ça. Le souci, c'est quand je demande à des jeunes de votre âge de bouger un petit peu plus. Oh, la flemme. La flemme. Par contre, quand je vous pose la question de savoir si, pour vous, le fait de passer autant de temps devant les écrans, ça vous pose un souci, souvent on me répond « Bah non, je vois pas où est le problème, il n'y a pas de souci ». Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut complètement enlever les écrans. Moi aussi, j'ai une télévision, moi aussi, j'ai Netflix, moi aussi, j'ai tout ça. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste d'essayer d'aller prendre un tout petit peu ici, un tout petit peu seulement, pour essayer d'atteindre les recommandations quotidiennes. D'accord ? Faut surtout pas arrêter de les écrans, tout ça. Il y a des choses qui sont très bien avec les écrans, d'accord ? Faut vivre avec son temps. Sinon, on se prive d'une partie de la société, de l'information, de tout ça, de la culture. C'est important. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller en piocher un petit peu. Et surtout, ce qui va être préjudiciable pour votre santé, c'est pas forcément l'écran à proprement parler, c'est la sédentarité. C'est le temps que vous passez assis ou allongé devant les écrans, d'accord, sans vous lever. Donc si jamais vous êtes amené à regarder des films, des séries ou à jouer à FIFA ou que sais-je encore, pas de souci. Essayez par contre de vous lever toutes les heures et demie pour pouvoir justement casser ces périodes de sédentarité. Alors c'est pas juste se lever et attendre que ça passe 30 secondes et me rasseoir. Hein. C'est me lever, je vais au petit coin, je vais prendre un verre d'eau, je vais saluer mes parents, j'en sais rien si je les ai pas encore vus, etc. et je reviens. 5 minutes suffisent. 5 minutes. Et les risques pour la santé seront déjà énormément diminués. Allez, je terminerai en conclusion en vous disant, bougeons pour notre santé et faisons en sorte que cela ne devienne pas notre réalité. C'est un petit extrait du film d'animation Wall-E que vous connaissez sans doute et qui décrit ou dépeint quand même une vision plutôt alarmiste de l'évolution de notre société. Donc, essayons de ne pas en arriver là. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alexandre pour toutes ces données, ces explications. On va mettre des sièges, on bougera plus tard, on va s'asseoir, nous. Médaille d'or au milieu, médaille d'or forcément. Et nous, on va prendre les 2 tabourets ici. On n'est pas obligé de mettre la table. Non, attends, je vais juste prendre ma tablette. Mes petites notes, merci. Ça va ? Vous avez digéré tout ce que vient de dire Alexandre ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, interpellé dans ce que tu as pu entendre là, sur tous ces chiffres, ces données, Arnaud ? C'est les dernières données. On en discutait un petit peu avant. Je suis au fait de tous les autres chiffres. C'est les 40% en 40 ans de pertes cardiovasculaires. Sur les derniers chiffres avant, dont on parlait, jusqu'à avant cette étude, on était plutôt à 25% perte de cardiovasculaire. Donc c'est énorme, c'est monstrueux en fait. Et à un moment, un peu quand même, vous pouvez pas être moins bon que vos parents quand même. C'est la honte. Sur 600 mètres, là, passer de 3 minutes à 4. Par contre, moi j'ai une question. Alors effectivement, il y a l'activité physique qui est hyper importante et vous l'avez compris, c'est pas forcément faire du sport à haut niveau. Alors, on est encore loin de ça. C'est pas forcément être dans un club et faire du sport, mais quand même, j'ai quand même une question parce que je sais que beaucoup font du sport en Bretagne et au collège. Qui fait du sport dans un club Dans un club alors. Ah ouais. Donc là, il y a du monde. Ouais. Vous faites quoi comme sport? Basket, foot, tir à l'arc, triathlon, pas triathlon. C'est quoi que j'ai entendu? Handball. Athlé. Ah, merci. Qui fait de l'athlé? Vous avez un beau stade en plus à côté, là. Vous avez des bonnes infrastructures. Qui fait du saut en longueur? Personne. Lève la main, Arnaud. Ouais, je lève la main. La relève n'est pas assurée. Qu'est-ce qui se passe? À Montpellier, quand tu t'entraînes, une journée normale, c'est combien d'heures de sport? Entre 2 et 3h30 à peu près. Et quand tu avais leur âge? Et quand j'avais votre âge, je vous dis, je faisais pas mal de sport. Donc quand j'étais au collège, je faisais le sport au collège, on en avait un peu plus. Vous avez combien d'heures par semaine? 3, donc on en avait 4, je crois. Je crois qu'on avait 4 heures. Et après, je faisais 3 sports en même temps. Je faisais de la natation, du basket et de l'athlé.
Et après, et puis à un moment, c'était le tennis de table qui avait remplacé le basket. Mais j'en faisais pas mal, ouais. J'avais besoin de bouger. Je pense que ma mère, si je faisais pas de sport, c'était un enfer à la maison. Donc, moi, il fallait que je me dépense, quoi, du coup. Une journée comme aujourd'hui où donc tu vas pas beaucoup t'entraîner, tu vas reprendre le train. Ouais. Comment ton corps réagit mais je suis pas bien. Non, je suis pas bien du tout. Alors après, c'est sans activité physique. Ouais, je suis pas bien du tout. Le fait d'être assis hyper longtemps dans le train, déjà. Enfin, je le sens moi pour ma circulation, mais c'est parce que j'ai une connaissance et aussi des sensations par rapport à mon corps. Je fais ce qu'on appelle de la rétention d'eau, donc aussi parce que à un moment, je marche pas suffisamment, je suis trop assis. Le sang va, on va dire, circule pas suffisamment, tout simplement. Donc, je sais que j'ai besoin de, par exemple, faire des étirements le soir quand je rentre, mais parce que ça va me faire du bien et je vais mieux dormir aussi. Ça va être hyper important parce que moi, j'ai du mal à, si je fais pas de sport, je dors pas en fait. Donc le sport me permet aussi de bien dormir. Et donc l'activité physique. Donc un exemple pour l'activité physique, c'est sur les déplacements. Bien évidemment, on ne peut pas tout faire en vélo. Moi, à Montpellier, j'ai la chance de tout faire en vélo. J'ai un vélo électrique. Je triche un peu, ça va. Mais je fais tout en vélo et c'est un vrai plaisir déjà. Je peux aller à la mer en vélo, ce qui est quand même assez dingue. Et au final, ça me fait ma récupération. Je sens que je suis en meilleure forme, alors que je fais déjà du sport à haut niveau, mais je suis en meilleure forme juste simplement en me déplaçant en vélo. Donc vous faites du bien à votre corps, vous faites du bien à votre tête. Vous allez être meilleur si vous faites un sport, hein, ça va vous aider. Et en plus, vous faites du bien pour la planète. C'est pas mal quand même, non? La totale. Alexandre, t'as pas évoqué le sommeil. Arnaud vient de le dire, c'est un bienfait aussi de bouger, de l'activité physique, même à minima au quotidien. Ouais, tout à fait. Le sommeil, c'est très, très, très important pour la récupération, tout simplement. Si on n'a pas suffisamment de sommeil, si on sollicite un petit peu trop nos muscles, tout ça, on va être en ce qu'on appelle en surentraînement. Et donc après, on peut avoir des blessures, des choses comme ça. C'est dans le cas où on ferait beaucoup d'activité physique. Mais à l'inverse, l'impact des écrans, surtout tard le soir, proche de l'heure d'endormissement, les lumières bleues, comme on peut appeler ça, va avoir aussi des conséquences néfastes sur la concentration, sur l'attention, sur la qualité, donc le côté un peu régénérateur et récupération du sommeil, et puis sur après il va y avoir des conséquences sur tout le reste de votre vie quotidienne, à savoir votre irritabilité, votre humeur, votre faculté à recevoir les remarques, les choses comme ça. La régulation des émotions. Tout à fait. Les résultats scolaires sont aussi touchés. Ça impacte quand même pas mal de choses dans la vie de tous les jours. On parle de ton temps d'écran, pardon Arnaud? Comment tu gères ça toi, au quotidien? 4 heures à leur âge? Alors je pense que comme beaucoup, je passe pas mal de temps parce que au final, pour être athlète de haut niveau, je dois pouvoir vivre de ça. Je vis grâce aux sponsors. Je travaille aussi avec une équipe, donc je vous l'ai dit, je suis un peu entrepreneur aussi pour pouvoir vivre de ma carrière et aussi parce que j'ai des projets à impact en parallèle. Donc j'échange beaucoup, donc je pense sur WhatsApp je passe pas mal de temps, j'ai des mails aussi, donc je dois envoyer des mails. Après je regarde, je m'informe, donc je lis des articles, je regarde aussi des vidéos, j'essaie de ne pas passer trop de temps. Par contre, un conseil que je peux vous donner, c'est le soir réellement. Alors vous pouvez mettre un filtre, il y a des filtres qui existent, c'est des petites applications, soit c'est déjà en natif sur votre téléphone, ou sinon vous pouvez télécharger une application où vous allez avoir l'impression que le téléphone il est tout jaune. Mais ça c'est très bien du coup pour vos yeux parce que ça va moins les fatiguer déjà, mais surtout vous allez avoir moins de lumière bleue la lumière bleue ça excite, ça dit à votre cerveau hey, il fait encore jour, donc en gros c'est bon, tu peux y aller. Et moi j'ai un filtre qui s'active automatiquement tous les jours à 18h. Donc à 18h, j'ai ce filtre qui s'active et j'arrête de regarder les écrans en 1h30, 2h avant de me coucher, quoi. C'est pas forcément évident, mais c'est hyper important. Après, vous pouvez lire, vous pouvez faire d'autres choses sans les écrans. Ou sinon, si vous avez envie d'être sur quelque chose, un écran ou numérique, tout ce qui est Kindle, les tablettes, etc. Alors effectivement, vous n'avez pas les notifications, effectivement, vous pouvez pas aller sur TikTok ou faire des choses comme ça. Mais si vous avez envie, j'en sais rien, d'écrire, de lire, de dessiner, vous pouvez le faire, mais surtout, il n'y a pas la même intensité en fait, lumineuse sur ces écrans-là. Tu as évoqué tout à l'heure tes nombreuses blessures, 5 années sans blessure sur les 20 années de pro. Est-ce que tu peux revenir sur un épisode, les JO de Londres? C'est important, tu as été médaillé en 2004 en Paralympique.
Oui. 2008 aussi. Pardon, et au JO de Londres, tu décides de participer avec les valides, donc les personnes, les sportifs sans handicap. Ça n'a pas marché. Là, c'est grosse déception. Et c'est à cause de ton corps aussi. Et comment tu rebondis? Pas que, je ne sais pas si je me serais qualifié. Oui, déjà. Alors, si ça vous intéresse, il y a un documentaire, il y a un film qui avait été réalisé par Benjamin Rassa, qui m'a suivi pendant 2 ans, et qui a fait un documentaire qui s'appelle Arnaud Assoumani, L'homme au bras d'or. Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est pareil, c'est gratuit. En gros, alors... Effectivement, j'ai eu l'objectif, je vous ai parlé de mon rêve, donc j'ai fait les Jeux paralympiques. Mon objectif que j'ai annoncé après 2008 était de me qualifier pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques. Pour vous donner une ordre d'idée, mon record du monde en 2008, lorsque je remporte la médaille d'or à Pékin, c'est 7,23 m. Pour me qualifier pour les Jeux de Londres, les Jeux olympiques, il aurait fallu que je saute 8,20 m. Donc c'est quasiment 1 mètre, donc c'est une planète, c'est vraiment une autre dimension. Mais j'avais eu déjà beaucoup de blessures en fait avant les Jeux de Pékin, j'avais des problèmes récurrents au dos, j'avais eu une lysismique sur un disque, j'avais eu des problèmes au niveau du nerf sciatique. À 20 ans en fait, pour le coup j'avais l'impression, alors pourtant j'étais pas sédentaire, mais j'avais l'impression d'être plus vieux que mon grand-père, parce que parfois je pouvais pas aller en cours, parce que je pouvais même pas me baisser pour faire mes lacets à cause des douleurs de dos. Et donc à partir de ce moment-là, donc sur l'année 2008, c'est là où j'ai plus de douleur en fait. Et donc je me suis dit là en fait je sais que j'ai une grosse marge de progression. Et au final, je progresse pas mal. Je vous ai dit en 2010, je fais les médailles de bronze au championnat de France en salle. Je fais 7,91 m, donc ma meilleure performance, donc quasiment 8 mètres. Je mords des sauts à plus de 8 mètres, aux alentours de 8,20 m, 8,15 m, 8,20 m, donc en 2011. Et 2012, vous pouvez regarder dans le documentaire, mais je vous spoil, je me blesse assez gravement au tendon d'Achille. Et au final, voilà, mes chances en tout cas de tenter l'aventure s'arrêtent là. Alors pourquoi, je vous dis simplement pourquoi c'était important pour moi de faire ça, et c'est pas une obligation pour les athlètes paralympiques. Clairement, donc, en paralympique, on a des catégories de handicap. Donc moi, je ne vais concourir qu'avec des personnes qui ont soit donc une amputation, donc ça va être avec un accident d'un membre du haut du corps, donc d'un bras ou des 2 bras, ou une perte fonctionnelle de mobilité, partielle ou totale d'un bras. Donc moi, je concours qu'avec ces personnes-là. Vous allez avoir des catégories pour les amputés tibiaux, en dessous du genou, fémoraux, au-dessus du genou, pour les déficients visuels, différents types de déficients, jusqu'à la non-voyance complète. Donc c'est des personnes que vous voyez courir avec des guides. Vous avez des personnes qui vont être en fauteuil. Donc c'est des personnes qu'on appelle les blessés médulaires, personnes paraplégiques. Donc ça peut être à la suite d'un accident de voiture ou autre. Et puis vous avez aussi des personnes qui ont ce qu'on appelle une infirmité moteur cérébrale. Donc ça, IMC, c'est des personnes qui peuvent avoir été victimes d'un AVC. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est des maladies liées à la sédentarité, à l'hygiène de vie en tout cas. Il y a un lien de cause à effet à ce niveau-là, ou ça peut être de naissance aussi. Et donc, lorsque on est athlète paralympique, tout est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on entend moins parler de vous. Vous avez une tribune de temps en temps. Moi, à votre âge, je ne connaissais pas les Jeux paralympiques. J'ai commencé en 2003. Donc, lorsque j'étais 17 ans, donc j'étais en terminale. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert l'athlétisme handisport. Avant ça, je faisais de l'athlétisme classique. Et on voyait et on entendait parler des Jeux paralympiques simplement sur une petite brève à la fin du journal de 20 h pendant 30 secondes, surtout si les athlètes français étaient médaillés. S'il n'y avait pas de médaille, vous n'en entendez pas parler. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais on n'a pas forcément de tribune pour des personnes qui peuvent avoir un handicap. Donc quand on est athlète, on est privilégié. On a cette tribune lorsqu'on fait un résultat, lorsqu'on fait des médailles. Et donc moi, mon moyen d'expression que je disais tout à l'heure, c'est que de pouvoir se qualifier avec les valides et de montrer, c'est pas parce que j'ai une différence, c'est pas parce que j'ai un handicap, que c'est un frein pour la réflexion, c'est un frein pour la créativité et c'est un frein également pour la performance. Et donc c'est créer un électrochoc un petit peu des consciences, et je sais que par de grandes performances, on peut faire évoluer les choses. L'histoire l'a déjà montré jusqu'à maintenant. Après, ce n'est pas parce que j'ai cet objectif-là, et c'est aussi parce que mon handicap, entre guillemets, est un peu plus mineur que d'autres,
que les athlètes paralympiques doivent concourir avec les valides. Si on a des catégories, c'est justement pour tendre vers plus d'équité. L'équité, c'est favoriser l'égalité des chances. Je fais juste une toute petite parenthèse et après j'arrête là-dessus. La définition du handicap à la base, hand in a cap, en anglais, donc la main dans le chapeau, c'était un jeu de hasard au XIVe siècle en Angleterre. Ensuite, ça a été un jeu hippique, et où, au final, des chevaux qui concouraient les uns contre les autres, les meilleurs chevaux, allaient être désavantagés. On allait soit leur mettre du poids en plus, soit ils allaient partir d'un peu plus loin et parcourir un peu plus de distance. Donc c'était à la base le handicap. Le handicap était pour favoriser l'égalité des chances. Or, vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'image associée au handicap ou les stéréotypes qui vont être plutôt autour de la peur sont plutôt vers une déficience, vers moins de possibilités de faire moins de choses. Si je prends mon exemple, et si je prends l'exemple de plein de personnes que je peux rencontrer qui peuvent avoir un handicap, certaines peuvent faire beaucoup plus de choses que des personnes qui n'ont pas de handicap. Et donc tu as rebondi ensuite. J'ai rebondi. 8 mètres, on peut montrer un peu ce que ça peut donner. Par exemple, si on part de ce projecteur, 8 mètres, comment tu t'appelles ? Gabriel, est-ce que tu peux te mettre debout là et tu vas faire 8 grands pas vers le fond et tu vas avoir une petite idée de ce que Arnaud peut faire, c'est-à-dire que de là, il va aller jusqu'à d'un seul bond, hein, on est d'accord, hein, c'est pas du tout. Un seul bond, ouais. Vas-y, fais 8 grands pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà. Il part de là et il saute jusqu'à. Impressionnant, hein. On peut applaudir Arnaud quand même, c'est fou. Il a pas menti, il a dit qu'il volait. Hein. Ouais, bah oui, voilà, finalement, tu voles. Tout ce que dit Arnaud, ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas bouger. Hein. En fait, tu dois en entendre tous les jours des oui mais. Tout à fait. Surtout que, alors pendant très longtemps, on a pensé qu'il fallait bouger longtemps pour que ce soit efficace, qu'il fallait se faire mal pour que ce soit efficace, qu'il fallait que ce soit intense pour que ce soit efficace, mais en réalité non. En fait, aujourd'hui, on le sait que 10-15 minutes même à intensité plutôt soutenue suffisent pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Les derniers chiffres sur le surpoids en France, les derniers chiffres sont assez alarmants. Notamment chez les jeunes. Est-ce que bouger, est-ce que ça peut participer à minima à aller mieux dans son corps, à éviter l'obésité, le surpoids? Parce que là, c'est vraiment... on se moquait des États-Unis il y a 20 ans. On les rattrape très rapidement. Juste à titre indicatif, aujourd'hui, 1 Français sur 2 est en situation de surpoids. J'aime pas parler de normes, j'aime pas du tout ce terme-là, mais certains cardiologues, certains médecins pensent que maintenant la norme en France, ça va être en surpoids. Donc c'est quand même, on peut se poser quand même la question de tout ça, du mode de vie actif et tout. Et bouger simplement au quotidien permet un meilleur contrôle du poids, bien évidemment. Alors, on ne demande pas non plus de manger que de la salade et bouger tout le temps, mais voilà, en faisant un tout petit peu attention à ce qu'on mange, non pas sur la qualité, mais sur la quantité surtout, hein, d'accord. Alors la qualité fait beaucoup, hein, on est d'accord, mais voilà, jouer sur la quantité, mais aussi sur la dépense énergétique, va faire qu'il y aura un meilleur contrôle du poids sur du long terme. Est-ce que vous avez des questions à poser à Alexandre ou Arnaud? Tiens, on va te passer le micro. Il arrive. Quel est ton prénom? Lisa. Ok, Lisa, on t'écoute. J'avais une question pour Arnaud. Est-ce que ça vous a déjà mis des freins d'être hyperactif dans votre carrière sportive au début? Alors, pas au début, mais après. En fait, le frein, il vient pas de... Alors, il y a 2 aspects. Le premier, c'est qu'au final, moi, il n'y avait pas besoin de me pousser. Et donc, j'en faisais souvent plus que pas assez. Perfectionniste et exigeant aussi. Donc, les blessures, je pense qu'il y a certaines blessures qui ont été aussi amenées par ça. Parce qu'au final, j'avais un programme, j'avais des choses que l'entraîneur donnait à faire à tout le groupe. Et moi, j'allais en faire un petit peu plus. Donc ça, par exemple, à haut niveau, le corps a besoin de récupérer. Et donc, pour s'adapter à ce qu'on a fait. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est quelque chose parce que j'ai été diagnostiqué assez tard, au final, il y a 2 ans et demi. Donc c'est hyper tard. Mais depuis, j'ai changé pas mal de choses et ça va mieux, mais surtout, j'ai plus de blessures en fait déjà, parce que je suis encore plus vigilant sur le sommeil, parce qu'au final, j'ai compris que le sommeil c'était bien plus important que ce que je ne savais déjà par rapport à mon fonctionnement. Le fait
en fait, l'hyperactivité quand on est adulte, quand on est enfant, on imagine que c'est surtout des problèmes de régulation d'attention et aussi le problème de bouger tout le temps sur sa chaise, etc., d'avoir besoin de bouger. Donc effectivement, j'étais comme ça quand j'étais petit. Adulte, c'est pas du tout ça, vu que je fais pas mal de sport, je suis plutôt quelqu'un de posé et de calme. Par contre, dans ma tête, j'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours plein de projets. Je me lance dans des choses sans me rendre compte du temps que les choses peuvent prendre. J'ai du mal à organiser ou à prioriser. Et ça, en fait, ça représente une masse de travail en parallèle de mon entraînement. Et le simple fait de travailler, par exemple, ou le simple fait d'être sur votre écran, ça fatigue. Hein. Le fait d'être sur les écrans, pour tout le monde, ça nous fatigue énormément. Donc on va être moins... Cette énergie qu'on a dépensée quelque part, on ne va pas la récupérer forcément. Donc j'allais moins bien récupérer et tout ça. À l'inverse, c'est aussi une force, parce que c'est ce qui me permet de créer d'autres projets qui ont du sens, de rencontrer des gens formidables, de créer des ponts entre différents domaines. Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre. Comment tu t'appelles ? Nino. Nino, on t'écoute. Est-ce que le Covid a eu des Répercussions ? Oui, sur les qualités physiques. Alexandre, est-ce qu'il y a eu des études d'impact sur la santé des Français et leur activité physique suite au confinement ? Bien sûr, bien sûr. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais bien évidemment, ça a eu un impact néfaste sur les capacités physiques, la condition physique des Français. Le plus dur dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a perdu quelque chose, pour le rattraper, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Donc voilà, c'est encore un petit coup d'épée dans ce combat-là qu'on mène un petit peu avec Arnaud aussi sur la santé, la lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique. Le confinement a eu un impact majeur sur les capacités physiques. Tout à l'heure, tu as dit que tu faisais du sport tous les jours en tant que sportif de haut niveau, mais est-ce que c'est important dans la semaine de prendre des jours de repos pour récupérer ou pas ? Et exactement, c'est le repos est extrêmement important. Alors je vais prendre le haut niveau et après je ferai un parallèle par rapport à la vie de manière générale. Le repos est aussi important que l'entraînement. C'est ce qui va vous permettre, ce qui va permettre à votre corps de récupérer et de s'adapter par rapport, on peut parler de coût d'adaptation du travail par rapport à votre entraînement, par rapport à ce que vous lui avez fait subir comme contrainte, et il va progresser là-dessus. Donc effectivement, le sommeil et la récupération va être hyper important, et donc les jours off aussi. Là, j'ai eu une semaine par exemple de repos la semaine dernière, repos sportif, et c'est hyper important d'avoir ces moments de repos. Et je m'entraîne en gros un peu moins qu'avant, parce que j'ai plus besoin de faire autant et aussi intense. On est énormément concentré sur la qualité. Et l'intensité aussi, et puis le repos, quoi. Si je sens le moindre, quelque chose, je m'arrête tout de suite. Et puis après, sur la récupération, il va y avoir le travail avec les kinés. Il va y avoir, moi je fais extrêmement attention à ce que je mange, à ma nutrition, au sommeil, comme je vous l'ai dit, et aussi à avoir des moments cool, chill, avec les amis, avec des moments où effectivement sur les écrans je vais regarder des films ou séries aussi. Des moments un peu d'évasion, voilà, je fais de la musique, j'écoute de la musique, je vais dans des musées, je vous parlais de la culture, tout ça fait partie de l'équilibre en fait, pour être bien et pour performer. Mais si je fais le parallèle avec la vie quotidienne, c'est exactement la même chose pour vous. Et c'est exactement la même chose par rapport à bien travailler à l'école et par rapport à avoir un métier aussi. Vous allez avoir votre vie de famille qui est importante, celle avec vos amis, bien manger aussi, faire de l'activité physique et bien dormir. Et souvent, le sommeil, on le néglige, surtout lorsqu'on est adolescent. Donc ça, faites vraiment attention parce que vous êtes à la période où vous êtes en train de constituer tout votre capital au niveau cognitif, mental, psychologique. Et physique aussi, et donc il faut bien manger, bien dormir, ça aide pour ça. Et ça vous aidera pour le futur du coup. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à notre médaillé paralympique et à notre spécialiste de l'activité physique ? Allez, la dernière, c'est pour toi. Quel est ton prénom ? Yemi. Est-ce que votre rêve d'enfant, c'était d'être athlète de haut niveau, mais est-ce que vous aviez un plan B ou c'est une bonne question. Alors, tu aurais pu être derrière la caméra, là, par exemple. Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait des études d'audiovisuel. Je suis monteur vidéo de formation. Je fais un peu de réalisation aussi à côté. En gros, c'est un rêve. Un rêve, c'est un rêve. C'est quelque chose d'irrationnel.
C'est quelque chose qui est souvent du coup utopique, qui ne va pas forcément se réaliser. Donc c'est devenu un objectif, ça s'est transformé en objectif, et j'ai de la chance de... Mais ça me paraît un peu... Enfin, j'aurais pu dire, je voulais être astronaute. En fait, j'ai été touché par ça à ce moment-là. Donc, pour moi, c'était pas ce que j'allais faire dans la vie. En grandissant, je savais très bien. Je dis oui, enfin, c'est un rêve, quoi. C'est pas un truc qui. Alors au final, c'est resté. Et puis effectivement, c'est ce que j'ai fait. Le plan B, ça, comme je le disais, c'est que mes parents m'ont toujours dit, là, tu privilégies les études. Le sport, c'est bien, mais c'est les études d'abord. Donc, j'ai fait des études. J'ai fait alors un bac scientifique, et puis ensuite, j'ai fait une école d'audiovisuel. J'ai étudié à Sciences Po Paris, aussi sur une formation sur la première promotion pour les sportifs de haut niveau. Voilà, j'apprends d'autres choses en parallèle, j'ai fait d'autres formations, j'étais dans des incubateurs de start-up pour d'autres projets que j'ai pour après. Donc j'ai toujours construit au final, en parallèle, au fur et à mesure, un plan B. Et ça n'a pas été simplement si ça ne marche pas, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Non, en fait, je pensais que ça n'allait pas marcher. Et il y a plus de chances que ça ne marche pas que ça fonctionne pour ce genre de rêve ou de métier, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une chance, même si bien évidemment c'est pas facile. Là, je souris et tout, mais il y a plein de moments où on vit des intensités, des émotions très fortes, avec des grandes amplitudes. Mais je suis hyper content comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu continuer sur le nuage de mots. Je découvre des cultures, je rencontre d'autres personnes avec qui ont des idées différentes, une idéologie différente, qui ne pensent pas forcément comme moi ou comme nous. Et c'est extrêmement enrichissant, et surtout ça apprend beaucoup de tolérance, beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour l'autre et pour les autres. Et ça, encore une fois, c'est une école qui est assez incroyable et où je suis très reconnaissant. Peut-être que si vous, sur TikTok et tout ça, maintenant vous êtes bilingue en anglais, mais vous entendez souvent dans des interviews, soit des sportifs ou des artistes qui vont dire I'm grateful for this or for that. Je suis reconnaissant. On ne le dit pas tellement en France, moins en tout cas, mais moi je le dis parce que je suis reconnaissant de pouvoir vivre tout ça. Et par exemple, de pouvoir être avec vous et d'échanger. J'espère que cet échange organisé par le Stade Rennais et par le département, et puis votre collège, permettra vous garderez quelque chose de ça. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Il y a quelqu'un avec nous au fond de la salle. C'est mais qui est-il? C'est Romain Danzé, capitaine emblématique du Stade Rennais, qui a une question. Vous pouvez applaudir Romain Danzé quand même. Non. Moi, j'ai juste une question pour Arnaud aussi. Tu nous disais que ça faisait 20 ans que tu t'entraînais quasiment tous les jours à très haut niveau. Ouais. Les Jeux paralympiques 2024 seront ta dernière grande compétition, je pense. De quoi va être faite ton après-carrière? Et est-ce que tu vas continuer à bouger, même après la fin de ta carrière? C'est un ancien sportif qui te pose la question. Ouais, exactement. Alors, c'est une très bonne question, Romain. Merci beaucoup. Alors, normalement, j'arrête après 2025. Il y a les championnats du monde et je fais encore 2025. Et après, j'ai pas mal de projets, comme je disais, en parallèle. Donc, je suis conférencier en entreprise. Ça, c'est ce que je fais déjà depuis pas mal de temps. J'ai des projets entreprises de conseil, en fait, d'accompagner justement les entreprises sur la transformation, sur les piliers des objectifs du développement durable de l'ONU. Sur l'égalité, l'inclusion, sur lesquels je travaille pas mal, sur l'environnement aussi, sur le bien-être et la santé. Donc c'est un peu les sujets dont on parle. Et puis d'autres choses, certainement d'autres choses en parallèle. Et puis je pense que j'essaierai de garder un côté passion. Et moi, c'est plutôt la musique. Une frustration par rapport à la musique, parce que c'est quelque chose que j'adore aussi. Le beatbox. Du beatbox aussi. Et puis le sport, j'en ferai toujours, je pense. Déjà, parce que je sais que ça m'apporte un bien-être. Quand je m'arrête, je suis très content de m'arrêter quand je suis en vacances l'été, mais à un moment, et je vais manger des trucs que je mange pas du tout pendant l'année, donc ça me fait plaisir pendant un moment, mais après je me sens pas bien du tout, je culpabilise pas, mais physiquement je me sens pas bien et je me sens juste moins bien, donc ça c'est déjà pour ça, et après je vais faire peut-être du paddle comme toi, parce que c'est à la mode et j'ai des potes qui me disent viens faire du paddle, et je vais faire du sport plaisir surtout. Pas de notion de performance, d'être meilleur que les autres ou toujours se dépasser, ça va être plutôt sport plaisir. Ouais. Satisfait de la réponse, petit Romain? Très bien, parfait. Très bien, merci. Ça fait plus d'1h30 que vous êtes assis, alors qu'on vous répète depuis 1h30 qu'il faut se lever au moins toutes les 90 minutes. Ah si, je peux dire un truc. Bien sûr.
Alors sur YouTube aussi, parce que c'est avec Santé publique France, ils ont fait un petit programme avec des vidéos. Pendant 10 minutes, vous avez un champion ou une championne qui vous partage un peu de sa discipline, un échauffement et une petite séance. Et j'en ai fait une, et j'étais en sueur d'ailleurs à Montpellier. Donc vous pouvez regarder sur YouTube, vous pouvez la faire ensemble ou chez vous, voilà, si vous avez envie. Et il y a plein d'idées également sur le site Bouge, du programme Bouge du Stade Rennais. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, Monsieur Lagarde, proviseur, pour conclure cette rencontre? Venez ici. Sur ce que vous avez pu entendre, attention au projecteur, ouais. Sur ce que vous avez pu entendre durant ce moment. Non, j'ai trouvé ça très intéressant et je vous remercie de votre présence et des mots que vous utilisez. Ça va tout à fait dans le sens de tout ce qu'on essaye de développer sur la cité scolaire. C'est 1300 élèves quand même, la cité scolaire, 1500 avec les adultes, et donc tout ce qui est nutrition, bouger, etc., ça nous intéresse. Dans le parcours éducation à la santé, bien sûr, mais citoyenneté aussi, moi je croise les deux, culturel, etc. Et les élèves ne se rendent pas compte, mais en fait, nous, on travaille derrière avec tout le personnel pour justement apporter tout ce qu'ils ne voient pas. La restauration scolaire qui est de haute qualité ici, et on félicite notre chef toujours, tous les jours, vraiment. Mais aussi, on a plus d'un tiers des élèves qui sont à l'association sportive. Ça, c'est un travail en fait important. Enfin, on a deux classes JO, vous avez la moitié des 2 classes JO qui sont là aujourd'hui. Enfin voilà, on essaye de faire tout ça. Et pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, ils savent que dans tous les établissements où je suis passé, moi j'ai un slogan, c'est se sentir bien pour bien apprendre. Et je pense que ça va bien avec le reste. Et je vous remercie vraiment pour tous ces mots et pour la patience de nos élèves que je remercie aussi. Ouais, merci et bravo. On vous applaudit parce que vous aviez des très bonnes questions. Vous êtes très intéressés et merci pour votre attention. Merci de nous avoir accueillis ici, d'avoir accueilli le département et le Stade Rennais, son programme Bouge. Arnaud, tu es supporter du Stade Rennais maintenant, à partir de maintenant là? Ah bon? Je suis obligé. Mais je suis venu. C'était quel match l'année dernière? J'étais venu l'année dernière pour un. Bah, ça a l'air de te marquer, tu t'en souviens même pas? Je m'en souviens. Non, je m'en souviens pas. Mais j'aimerais bien voir un match de Coupe d'Europe avec Rennes. Pour cette année, c'est un petit peu. Fallait venir plus tôt. Oui, je sais bien. L'année prochaine. Mais je supporte le Stade Rennais. Non, je suis pas supporter j'ai pas de club. D'accord. De cœur. Même pas le SCO. Non, je suis pour le spectacle, pour le beau spectacle, pour le dépassement de soi, pour les émotions. Mais j'aime bien la mentalité du Stade Rennais, ça c'est sûr. Et puis les personnes qui composent. Et c'est un super programme surtout. Qui j'espère va pouvoir se déployer encore plus, de manière plus importante dans le département, parce que c'est juste superbe. Et je pense que beaucoup d'établissements devraient prendre exemple aussi sur ce que vous faites et ce que vous mettez en place. Mais en final, je me dis, mais en fait, vous n'aviez pas besoin qu'on vienne. Vous faites déjà une classe de sport, sportif, c'est vrai. Vous mangez déjà bien, vous avez tout ce qu'il faut. Non, je rigole, c'est une blague, bien évidemment. Merci Alexandre, merci Arnaud. Il y a des élèves qui vont rester avec nous, puisqu'ils vont lancer un défi à un footballeur du Stade Rennais. Vous trouverez ça sur TikTok dans quelques jours. Vous savez quels sont les élèves qui doivent rester. Ok, ils sont 4 ou 5, 2 gars, 2 filles. Merci à vous, bonne journée, bougez.